Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler des mots indispensables pour la maison. Avant de commencer concrètement cette vidéo, je voulais déjà m'excuser par avance si jamais vous entendez un espèce de souffle, un peu comme du vent ou quelque chose comme ça, c'est parce qu'il fait extrêmement chaud et que je me voyais mal tourner une vidéo sans avoir mon ventilateur pas très loin. J'ai mis la vitesse la plus faible, mais c'est possible que pendant que je suis en train de parler, là par exemple, vous entendiez un petit peu de vent. Je vais essayer de faire attention et voir si ça gêne pas trop, mais voilà, vous comprenez, c'est l'été, il fait chaud, je pense qu'il fait chaud à peu près partout en ce moment en France, ou même ailleurs d'ailleurs, mais... Mais voilà, j'avais très chaud, donc je me voyais mal tourner avec les spots, les lights, etc. Sans ventilateur. Bref, aujourd'hui je vais vous parler des mots indispensables quand on vit quelque part, en fait, tout simplement. Quand on vit dans une maison, dans un appartement, peu importe, je vous dis la maison, mais c'est le mot maison plutôt pour la notion, c'est-à-dire quand on habite quelque part. Donc quand je dis mots indispensables, c'est-à-dire que là, en fait, je vous ai préparé une liste par catégorie de vocabulaire qui peut vous être vraiment très utile quand vous arrivez dans un endroit. Par exemple, vu que c'est en anglais, c'est si jamais vous habitez quelque part en Angleterre, en Écosse, en Irlande, aux États-Unis, au Pays de Galles, où vous voulez, en Australie même. C'est des mots voilà, qui peuvent vraiment vous servir pour vous repérer dans les pièces, pour pouvoir communiquer si vous êtes par exemple avec des colocataires natifs de la langue. Donc voilà, c'est plein de petits mots qui peuvent vous servir à vous repérer dans les pièces, premièrement, mais aussi par rapport au matériel, à l'électroménager, au linge de maison, aux meubles, etc. Évidemment, comme pour chaque vidéo où j'aborde du vocabulaire, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, une liste ou plutôt des listes exhaustives, absolument pas. Le but toujours est de vous donner une base, et si vous avez envie d'approfondir, c'est qu'ensuite vous alliez chercher par vous-même les mots qui vous manquent et ce dont vous avez besoin. Ici dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner une base par rapport à ce dont, à mon sens, vous auriez besoin de savoir dans une maison et ce qu'il est fréquent de retrouver dans un appartement, une maison, peu importe. Mais voilà, évidemment, il y aura des choses qui ne figureront pas dans ces listes-là et qu'il sera nécessaire d'aller chercher si jamais vous sentez que vous en avez besoin parce que justement ça existe dans l'appartement ou la maison où vous habitez et vous n'avez aucune idée de comment ça s'appelle, mais c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez vous en servir ou qu'on vous explique comment on s'en sert. Cette vidéo va être découpée en 4 catégories par rapport à la maison ou à un appartement. Donc premièrement, nous allons parler des pièces de la maison. Ça me paraissait important de commencer par là parce que c'est vraiment important de connaître la structure d'un appart ou d'une maison en anglais. Donc de savoir comment on dit telle ou telle pièce. Et quand on est débutant, des fois on sait pas trop comment on dit. Donc au moins c'est pour que vous puissiez vous repérer déjà dans l'espace où vous habitez. Donc le premier mot c'est le mot cuisine et en anglais cuisine ça se dit kitchen. Kitchen. Ce genre de vidéo, peut-être ça vous paraît pas très utile, vous vous dites bah oui mais si on connaît pas un mot on peut juste aller le chercher. Ça me paraît utile quand même de voir ce type de vidéo parce que souvent on peut vous apporter, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on peut vous apporter une espèce de nuance aussi et ça peut vous aider au niveau de la prononciation. Parce que des fois, oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de dictionnaires en ligne qui vous donnent la prononciation ou au moins la retranscription phonétique. Mais quand on s'y connaît pas en phonétique, déjà c'est compliqué. Et des fois, il n'y a pas la retranscription et vous n'avez pas quelqu'un à disposition qui est là pour forcément vous dire la bonne prononciation. Donc pour la cuisine, c'est kitchen, kitchen, et ça s'écrit comme vous le voyez en bas. Kitchen, ça doit vous faire penser peut-être à la fameuse blague de comment on apprenait l'anglais il y a un certain temps. Je pense plus qu'on apprenne l'anglais comme ça maintenant, mais il y a un certain temps, je crois même quand moi j'apprenais l'anglais au collège, on avait encore des phrases un petit peu type comme ça. C'est Where is Brian? Brian is in the kitchen. Voilà. Donc, si vous avez déjà entendu cette blague, qui est un fait réel en fait, hein, il y avait vraiment un sketch dans les livres d'anglais où il y avait un personnage qui s'appelait Brian et on demandait où était Brian et Brian is in the kitchen. Donc, Brian était dans la cuisine. Donc, voilà comment on dit kitchen. D'ailleurs, peut-être vous avez déjà entendu le mot kitchenette pour désigner une petite cuisine. Bah, en fait, ça vient de là. On a pris le mot kitchen et on a rajouté et à la fin. Ça arrive parfois en anglais qu'on rajoute un suffixe à un mot, notamment le et, qui va vous permettre de parler de quelque chose qui a une taille du coup un peu réduite. Et kitchenette, c'est le cas. Une kitchenette, c'est une petite cuisine. Et on utilise aussi le terme en français, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est possible que vous l'ayez entendu, sans trop savoir comment ça s'écrit, d'où vient ce mot, puisque nous on dit cuisine, on dit pas kitchen en français. Mais voilà, vous savez que d'une langue à l'autre, il y a beaucoup d'emprunts. Ensuite, pour le salon, on va dire living room. Donc littéralement, c'est une pièce à vivre. Ce qui est logique, effectivement, le salon, c'est là où vous allez normalement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais où très souvent vous allez retrouver le canapé, les fauteuils,
très souvent aussi un téléviseur avec tout ce qu'il faut, console de jeu, parfois bibliothèque si vous avez la place, etc. C'est pour ça que c'est une pièce à vivre. D'ailleurs, en français, c'est possible, on peut dire la pièce à vivre pour parler du salon. Par rapport au salon, alors je vous le dis vraiment pour pas que ça vous porte à confusion, pour être sûr que vous sachiez que c'est pas comme ça qu'on dit, mais peut-être que vous avez entendu le mot saloon en anglais. Alors saloon, ça n'a absolument rien à voir avec le mot salon en français, même si au niveau de l'orthographe et même au niveau de la prononciation, ils sont quand même très proches. Saloon, c'était tout simplement l'endroit où se réunissaient notamment les personnes qui vivaient aux États-Unis il y a très longtemps. Vous savez, on peut retrouver ce genre de mots dans les films notamment de western, ce genre de choses, où on voit des personnes qui vont au saloon. D'ailleurs, en français, on a gardé aussi le mot comme ça. Mais en aucun cas, ça désigne le salon, donc ne vous y méprenez pas. On dit absolument pas salon avec le mot saloon, absolument pas. Ensuite, pour les chambres. Les chambres, vous avez deux façons de le dire. Soit vous allez dire bedroom ou bedrooms, parce que souvent il y en a plusieurs. Donc bedroom, vous allez pouvoir le dire comme ça, littéralement. Alors là, c'est accroché contrairement à living room. Et en fait, littéralement, c'est la pièce où il y a le lit. Donc c'est ça qui est bien, des fois, en anglais, c'est qu'il y a vraiment une logique dans la construction des mots. Surtout des mots composés comme ça, où on a pris un mot plus un autre, parce que bed et room peuvent exister indépendamment l'un de l'autre. Donc c'est un compound, c'est un mot composé. Et c'est ça qui est bien souvent avec ce type de mot, c'est que c'est logique en fait. On a pris tout simplement deux mots qui sont logiques à mettre ensemble et qui désignent logiquement ce de quoi on parle. Qui parfois n'est pas forcément le cas en français d'ailleurs. Pareil pour la chambre, si vous entendez le mot chamber en anglais, c'est totalement possible. Ce n'est pas de la chambre où on dort dont on parle. La chamber, c'est souvent, on va parler de ça pour le gouvernement, quand on dit la chambre par exemple des députés. Ça va arriver pour ce genre de choses et notamment pour le titre du livre d'Harry Potter, que d'ailleurs je suis en train de lire parce que oui, si vous me suivez sur Instagram ou même si vous avez vu ma vidéo où je vous parle de mes unpopular opinions, où je vous disais que j'étais pas une très grande fan d'Harry Potter, je vous avais dit que je commencerais à les lire, en anglais évidemment, pour me familiariser d'autant plus avec l'univers, pour voir si j'apprécie. Alors, je vous rassure, j'apprécie beaucoup. En ce moment, j'ai moins le temps de lire, mais voilà, j'ai bien entamé quand même le bouquin, hein, on voit. Du coup, voilà, ça c'est une des couvertures disponibles, une des éditions disponibles, et le titre du coup du deuxième tome d'Harry Potter et du deuxième film aussi, c'est Harry Potter and the Chamber of Secrets. Donc là, de nouveau, on retrouve le mot chamber. Mais si vous avez vu le film, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas d'une chambre à coucher. Absolument pas. Donc voilà, faites bien attention avec le mot chamber parce qu'il a absolument rien à voir avec la chambre à coucher. C'est une autre sorte de chambre en fait. C'est, voilà, comme je vous l'ai dit, au gouvernement, ou là en l'occurrence comme dans Harry Potter, c'est une salle souterraine en fait. Peut être appelée une chambre aussi, je pense, en français, puisque le titre en français c'est la chambre des secrets. Donc voilà, c'est ce type de chambre là, mais pas du tout la chambre à coucher. Pour la chambre d'ailleurs, vous pouvez aussi dire le mot room, tout simplement. C'est totalement possible, d'ailleurs ça va être, je pense, même un petit peu plus fréquent à mon avis que bedroom. En fait, comment savoir quand utiliser l'un ou l'autre? C'est simple. En fait, bedroom, je pense que c'est plus quand vous connaissez pas encore forcément les lieux. Par exemple, quand quelqu'un vous fait visiter sa maison ou son appartement, ou quand vous-même vous cherchez un appartement ou une maison, et là on va appeler les pièces de manière un peu plus classique, donc on va dire bedroom ou bedrooms s'il y en a plusieurs. Alors que quand c'est votre chambre, quand c'est là où vous habitez ou que vous connaissez très bien les lieux, vous y êtes habitué, on va, je pense, plutôt dire le mot room pour désigner les chambres. Et ne vous inquiétez pas, même si room, du coup je vous l'ai pas dit en début de catégorie, mais du coup les pièces à vivre ça se dit room ou rooms, ne vous inquiétez pas, généralement si vous êtes déjà dans l'appartement ou la maison, si vous dites where is my room, on comprendra très bien que vous parlez de la chambre et pas de la pièce, d'une pièce quelconque à vivre, ne vous en faites pas. Ensuite, nous avons la salle de bain. Normalement il y a une salle de bain à peu près partout où on vit. La salle de bain, toujours pareil, c'est un mot composé, donc vous allez avoir deux mots qui indépendamment l'un de l'autre peuvent exister, peuvent être utilisés, et que là on a rassemblé pour créer le nom de la pièce, et tout simplement ça s'appelle bathroom. Alors bathroom, bath c'est tout simplement le bain en anglais, et room, bah, toujours pareil, c'est la pièce. Donc c'est en gros littéralement la pièce du bain, mais la salle de bain. Finalement c'est très proche aussi de comment nous on le conçoit en français, parce que nous on dit la salle, mais on pourrait très bien dire la pièce aussi, et bath c'est le bain, comme on dit bain aussi en français. Donc vous voyez, il y a toujours une logique au niveau de l'appellation de certaines pièces. Ensuite nous avons les toilettes. Alors c'est possible que les toilettes soient dans la salle de bain, dans beaucoup d'appartements c'est comme ça, mais après ça peut être aussi séparé. Donc les toilettes, vous avez deux façons de le dire, ça dépend si c'est des toilettes chez vous. Il y a aussi une petite nuance avec les toilettes publiques.
public et ça dépend aussi dans quel pays vous vous trouvez, si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Donc en Angleterre, on aura plutôt tendance à dire toilets, même pour les toilettes publiques dans le sens quand vous allez n'importe où en dehors de chez vous. En Angleterre, enfin au Royaume-Uni, on aura plutôt tendance à dire toilets directement. Alors qu'aux États-Unis, le mot le plus commun pour parler des toilettes, même quand il s'agit des toilettes chez soi, c'est plutôt bathroom. Oui, c'est le même mot que pour la salle de bain. Donc il faut faire, je pense, une distinction, il faut faire attention, je pense aux États-Unis quand vous désignez l'un ou l'autre. Quand c'est dans un endroit public, dans un lieu public et que vous cherchez les toilettes, si vous dites bathroom, c'est totalement logique pour eux, ne vous en faites pas. En fait, si vous voulez, pour les Américains, toilets, c'est vraiment ce sur quoi vous vous asseyez pour faire vos besoins. Hein, voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop tendance à dire toilets, parce que pour eux, c'est vraiment très précis en fait. C'est-à-dire que vous cherchez précisément là où vous allez asseoir vos fesses. Alors que bathroom, pour eux, c'est un peu plus logique, même si c'est pas une salle de bain, parce que logiquement, dans les toilettes, vous avez effectivement les toilettes et vous avez aussi l'endroit pour vous laver les mains ou des fois même pour langer les bébés, etc. Donc c'est vraiment une grande pièce à part entière et qui est communément appelée aux États-Unis bathroom. Donc si vous allez aux États-Unis, faites attention si vous dites toilets, je pense qu'ils vous en voudront pas, surtout si vous êtes étranger ou un touriste, etc. Donc ils comprendront hein, que vous voulez aller, mais c'est, on va dire, c'est un peu moins correct et c'est beaucoup moins utilisé, voire pas du tout en fait. Alors qu'en Angleterre, c'est comme en France, en fait, on va dire tout simplement où sont les toilettes. Donc parce que pour nous, les toilettes, ça désigne autant l'endroit où on va s'asseoir pour faire nos besoins, autant que la pièce en elle-même où il va y avoir aussi le lavabo et tout ce qu'il faut pour faire éventuellement un peu de toilette. Voilà. Ensuite, deuxième catégorie de la vidéo, nous allons parler des meubles. Donc les meubles, en anglais, ça se dit furniture. Et attention avec ce mot, c'est un indénombrable, en fait, il est déjà au pluriel quand on s'en sert. Donc parce que furniture, c'est vraiment, on peut pas l'utiliser pour parler d'un seul meuble. On peut pas dire a furnitures par exemple, ou one furnitures. En fait, quand on utilise ce mot, c'est souvent pour parler de l'ensemble en fait des meubles dans une pièce ou dans une maison, dans un appartement. Si vous voulez parler d'un meuble en particulier, vous allez devoir utiliser un dénombreur, comme on a vu dans d'autres vidéos, notamment là en l'occurrence a piece of furniture. Voilà. Et après, sinon vous pouvez très clairement dire de quel meuble il s'agit. Donc parmi les meubles les plus communs, on va dire, donc j'ai commencé par le canapé. Donc le canapé, il y a plusieurs façons de le dire, pareil, selon le pays où vous allez. Donc il y a des mots qui sont communs d'un pays à l'autre, où il n'y a pas trop de distinction. Souvent vous allez entendre le mot par exemple sofa, sofa. D'ailleurs en français ça existe, il y a des gens qui disent le mot sofa pour parler du canapé. Vous avez aussi le mot couch. Alors couch, il faut faire attention, ça peut être le canapé, ça peut être aussi une banquette, comme on peut en trouver même des fois dans les lieux publics, ce genre de choses. Mais c'est possible aussi de s'en servir pour les canapés. Je pense qu'après ça va différer selon le type de canapé que vous allez acheter. À mon avis, couch, vous voyez, moi personnellement je l'associerais plus à un petit canapé, style BZ éventuellement, ce genre de choses, même si c'est un nom, hein, les canapés convertibles, je l'ai pas mis là parce que pareil c'est vraiment du détail, mais couch pour moi c'est vraiment type petit canapé, plutôt petite banquette plutôt que gros canapé, que là on appellera en l'occurrence plutôt sofa. Et au Royaume-Uni, vous avez aussi une autre façon de le dire qui est vraiment propre à ces pays. J'allais dire ce pays, mais au Royaume-Uni sont plusieurs. À ces pays, c'est le mot city. City. Donc il s'écrit comme vous le voyez en dessous. Donc ça c'est vraiment un mot propre à l'Angleterre ou au Royaume-Uni en général. Ensuite, il arrive que devant les canapés, on mette une table basse. Donc pour la table basse, vous avez aussi deux façons de l'appeler. Là, j'ai pas trop su exactement quelle était la distinction, mais il y a deux façons aussi de le dire, et vous allez voir que finalement c'est assez logique. Vous avez soit le terme tea table, soit le terme coffee table. Donc vous avez les deux. Tea table, on comprend bien que le thé, c'est plutôt chez les Anglais, hein, voilà. C'est surtout eux qui boivent du thé, donc c'est souvent chez eux que vous allez plutôt entendre le mot tea table. Et coffee table, je pense que c'est possible aussi au Royaume-Uni, mais ça sera sûrement plus apparenté aux États-Unis et éventuellement en Australie. Après, je suis pas du tout calée en jargon australien, je vous avouerai, mais voilà, peut-être plus coffee table pour les États-Unis et tea table pour le Royaume-Uni. Toujours pareil, c'est très culturel, et c'est vrai que le thé, c'est beaucoup plus apparenté au Royaume-Uni, surtout à l'Angleterre, et le café aux États-Unis. Et en fait, ces deux mots sont assez logiques parce que finalement, c'est vrai que, alors on boit pas que le thé et le café sur une table basse, je suis d'accord, mais je trouve que ça a une certaine logique quand même, c'est-à-dire vous asseyez sur votre canapé, vous mettez votre thé ou votre café ou autre chose d'ailleurs sur votre table basse. Donc il y a une certaine logique, je trouve aussi, dans la formation de ces mots composés finalement. Ensuite, pour les placards, je trouvais que c'était un mot hyper important parce que des placards, on peut en avoir plein, littéralement dans une maison, peu importe le type de placard, mais on peut en avoir vraiment plein. Et c'est un mot qui peut passer partout si jamais vous savez pas
précisément comment s'appelle ce placard, mais au moins vous aurez le mot générique pour le mot placard. Donc là pareil, selon si vous êtes au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il y aura deux façons de le dire. Donc si vous êtes au Royaume-Uni, on va plutôt dire cupboard, cupboard, cupboard. Et si vous êtes aux États-Unis, vous allez plutôt dire closet, closet, closet. Ensuite pour le lit, donc ça c'est un mot qu'on a déjà vu plus haut, puisque on a parlé des chambres. Pour le mot chambre, je vous avais dit qu'on pouvait dire bedroom, et je vous avais dit que littéralement c'était la pièce où il y a le lit. Donc si vous avez fait la déduction, vous avez compris que bed c'était le lit. Et ensuite vous avez le mot armoire. Généralement il y a une armoire à peu près partout où on vit aussi, donc là j'ai un peu plus précisé. C'est vrai qu'on va pas trop utiliser le mot placard pour parler de là où on met les vêtements, mais voilà, au moins je vous précise un petit peu, parce que c'est vrai que dans une chambre on aura au moins une armoire et un lit. Donc pour l'armoire c'est wardrobe, wardrobe. Pareil, c'est un mot qui est composé et on a le mot robe. Donc robe c'est ça s'écrit comme robe en français en fait, et ça peut exister, ce mot peut exister dans la langue anglaise, même si il n'a pas grand chose à voir avec comment nous on l'utilise. C'est-à-dire qu'une robe chez nous typiquement en France c'est une robe quoi, c'est un vêtement qui est plutôt porté par les femmes, qui peut être long, court, enfin peu importe. On voit ce que c'est une robe quoi. Alors que dans la langue anglaise, c'est pas exactement ça, ça va désigner d'autres choses, une robe, et je vous mettrai l'illustration plus précisément ici. Ensuite, troisième partie de cette vidéo, nous allons parler de l'électroménager. Donc l'électroménager, parmi les mots que je connaissais et les recherches que j'ai pu faire pour être sûre de ne pas me tromper dans ce que je vous disais, je savais qu'il y avait plusieurs façons de le dire. Je vous ai fait une petite liste de comment on peut dire électroménager en anglais, donc je pense que pareil, j'ai pas trouvé plus de précision que ça, mais je pense que ça doit dépendre des habitudes qu'ont les gens, de où ils vivent, dans quel pays, quelle région, etc. Ça doit dépendre, voilà, des habitudes de langage qu'ont chacun. Du coup, pour le mot électroménager en anglais, vous avez plusieurs façons de le dire. Vous avez electrical appliances, par exemple, household electrical goods ou domestic electrical goods, household appliances. Et pour le gros électroménager, vous avez aussi un autre terme qui, celui-là particulièrement, est un peu bizarre. Enfin, je m'attendais pas à le trouver quand j'ai fait quelques recherches. Je me suis dit, ah, on dit comme ça, d'accord. Donc pour le gros électroménager, donc tout ce qui va s'apparenter, je pense, à machine à laver, frigo, ce genre de choses, on dit white goods. Voilà. Mais finalement, maintenant que j'y pense, ça me vient d'un coup, j'ai une illumination, white goods. Je pense que white, c'est parce que souvent, ce sont des appareils blancs. Parce que c'est vrai que les machines à laver, souvent, c'est blanc. Je sais pas, je sais qu'il y a d'autres couleurs. Il y a gris, ce genre de choses, mais je pense que ça vient du fait qu'à la base, les gros électroménagers sont blancs. C'est vrai que les frigos souvent sont blancs aussi, les machines à laver sont blanches aussi finalement. Ah ben vous voyez, j'ai tilté, j'ai compris. Voilà, parce qu'il y a forcément une logique. Ils n'ont pas pu appeler ça comme ça par hasard, même si ça remonte à il y a un moment. Non, mais en fait c'est logique, c'est totalement logique. Donc dans cette liste, je vous ai mis la cafetière. Je pense que c'est assez important. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de café ou autres boissons, parce que maintenant les cafetières font plus que du café. Vous pouvez avoir du thé, du lait, du chocolat, ce genre de choses, mais la cafetière en elle-même, soit vous dites cafetière, mais c'est exactement le même mot. Je pense que c'est clairement un emprunt au français, parce qu'à mon avis, à la base, ça devait être plus quand même une habitude française de boire du café, je pense, hein, à mon avis, et du coup c'est pour ça qu'il y a dû avoir un emprunt. Enfin vous savez, hein, les langues, à travers l'histoire, il y a tellement eu d'emprunts à droite à gauche, mais c'est peut-être pour ça, peut-être que, ou alors ça a été inventé plutôt par les Français, la cafetière, c'est possible aussi. J'avoue, je me suis pas trop renseignée, j'essaierai peut-être, pendant que je monte la vidéo, de faire une recherche là-dessus, mais... Évidemment, la langue ayant évolué avec le temps, il y a eu d'autres façons d'appeler une cafetière. Donc vous avez aussi tout simplement coffee maker, donc là c'est extrêmement logique, vous avez le mot coffee, donc café, et maker, donc qui fabrique le café. Donc. Et vous avez aussi coffee percolator. Donc percolator, en français on a aussi un mot qui ressemble beaucoup à ça, donc le percolateur. Et le percolateur c'est plus l'ancêtre de la cafetière quand même de nos jours. Il y en a encore des personnes qui ont des percolateurs, je vous mettrai une image ici. C'est vraiment un ancien type de cafetière. Alors du coup, je me demande si malgré le fait qu'on ait une machine moderne, on puisse utiliser ce mot en anglais. Honnêtement, je sais pas trop. Je trouve que coffee maker est plus fréquent et à
la limite cafetiere aussi. À mon avis, pour pas trop vous embrouiller, soit gardez cafetiere parce qu'au moins vous êtes sûr que c'est connu, parce qu'en plus c'est le même mot qu'en français. Mais pareil, méfiez-vous des mots en anglais qui sont un emprunt du français parce que très souvent, surtout quand c'est pour des choses de la vie courante, c'est un peu désuet. Donc je dis pas que personne s'en sert, mais je pense que coffee maker clairement sera peut-être celui dont on se sert le plus dans la langue anglaise. Après voilà, c'est toujours pareil, ça dépend je pense où vous allez, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Mais Coffee Maker me paraît le plus moderne et le plus logique à utiliser de nos jours parce que percolator, bah, c'est voilà, le percolateur, c'est une vieille forme de cafetière, même s'il y en a qui s'en servent encore aujourd'hui. Et cafetiere, vu que c'est un emprunt français, je me méfierais. Les emprunts en français pour les choses de la vie courante, c'est souvent signe que le mot est un peu désuet. Mais voilà, je vous l'ai mis quand même au cas où, comme ça, je me dis, selon où vous allez, vous avez plusieurs possibilités. Vous en aurez toujours un sous la main ou sous le coude pour vous en servir. Mais Coffee Maker, je pense que c'est le plus simple à se rappeler. Ensuite, la machine à laver. Donc là, vous avez deux façons de l'appeler et les deux façons sont assez logiques. Donc que vous reteniez l'un ou l'autre, ça ira très bien. Et vous allez voir que c'est pas trop compliqué. Donc le premier terme, c'est en fait deux termes ensemble. C'est washing machine. Donc là, c'est clairement la machine à laver, hein, comme en français, sauf que pareil, en anglais, on a toujours l'inversion. Washing, c'est laver, et machine, c'est machine. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi washer. C'est possible d'utiliser le mot washer. Pareil, je pense que ça dépend où vous allez, dans quel pays et l'habitude des gens. Peut-être que washing machine, ce sera peut-être plus le terme à la limite, je pense, peut-être que vous allez utiliser quand vous voulez acheter justement une machine à laver, donc un terme un tout petit peu plus formel, mais je mets ça entre gros guillemets pour que le vendeur sache très bien de quoi il s'agit. Un peu comme en français, vous savez, on dit frigo. Je prends un autre exemple, on dit frigo, mais normalement le mot c'est réfrigérateur. Frigo, c'est un emprunt d'une marque. Vous voyez, donc c'est pas exactement la même chose, mais vous voyez frigo, on peut dire frigo un vendeur, mais si on veut être un peu plus correct, on dira réfrigérateur. Et washing machine et washer, je pense que c'est peut-être ce genre d'usage là aussi. Il y aura peut-être des contextes où on dira plutôt washing machine pour être précis et washer dans la vie courante parce que tout le monde sait ce que c'est que washer et voilà quoi. Ensuite, je vous ai mis aussi le lave-vaisselle. Alors, tout le monde n'a pas un lave-vaisselle, je sais bien, mais dans la vie anglophone, tout le monde a un lave-vaisselle, ok? Genre limite, c'est choquant pour des gens de faire la vaisselle. Surtout aux États-Unis, je pense. À mon avis, c'est tellement les rois de j'ai pas le time que, à mon avis, voilà. C'est important de savoir comment on dit un lave-vaisselle, vraiment. Donc le lave-vaisselle, c'est un mot très logique aussi, c'est un mot composé, mais cette fois-ci, on a collé les mots, donc c'est dishwasher. Dishwasher, dishwasher. Donc dish, c'est la vaisselle et washer, c'est quelqu'un ou quelque chose qui lave, tout simplement. Ensuite, je vous ai mis le grille-pain. Donc grille-pain, vous allez voir, c'est logique et je pense que vous aurez pas trop de mal à vous en rappeler parce que, en fait, le mot vient du mot qu'on associe au pain, en fait, le pain qu'on met dedans. Et est-ce que ça devient une fois que c'est sorti du grille-pain et c'est un mot qu'on peut se servir aussi en français, peut-être plus pour d'autres circonstances, mais on s'en sert aussi. Et enfin, on connaît le mot, quoi. Donc, un grille-pain, ça se dit toaster, toaster, toaster. Et toaster, comme vous le voyez écrit, je pense peut-être ça peut vous aider, ça vient du mot toast. Bon, on sait aussi qu'un toast, c'est un pain grillé, quoi. Donc, je pense que celui-là, vous aurez pas trop de mal à vous en rappeler parce qu'il est, pareil, il est logique, en fait. Et ensuite, je vous ai mis le micro-ondes parce que, pareil, c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé dans tous les pays modernes, je pense, de base. Mais peut-être plus, voilà, pareil, aux États-Unis ou ce genre de choses parce que c'est les rois de, je sais pas cuisiner. Donc, Et donc, micro-ondes, ça s'appelle microwave. Microwave, et c'est en un seul mot, contrairement à nous, on a un trait d'union. Eux, c'est un seul mot, donc c'est un mot composé aussi, et c'est microwave. Donc micro, c'est comme en français, on a aussi le mot micro. Oui, c'est pas micro-ondes, genre, c'est pas un mot tout seul, hein, c'est d'abord micro et onde. Donc micro, c'est le nom qu'on a donné, c'est le nom des ondes, justement, et wave, c'est un nom qu'on peut donner en anglais pour les ondes, justement. Donc, comme en français, le nom est logique. Et quatrième et dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler du linge de maison. Donc le linge de maison en anglais ça se dit household linen. Household linen, donc c'est en deux mots. Donc vous avez compris, household, c'est tout ce qui concerne la maison, l'intérieur. Donc premièrement, je vous ai mis les draps, c'est important les draps. Donc les draps ça se dit sheets, sheets. Alors je l'ai mis au pluriel parce que souvent il y a au moins le drap housse plus un autre drap, donc voilà, après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais dormir à même le matelas, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée. Donc soit vous dites sheet pour un drap et sheets pour les draps. Et en fait ça s'écrit comme ceci. Alors ne pas confondre avec le mot shit, parce que ça n'a rien à voir. Pour les draps, c'est un i long, ça s'appelle un i long, c'est-à-dire c'est un son qui va être un peu plus long. Sheet, sheet. Mais je vous l'exagère, hein, dans la vie courante, vous n'allez pas prendre le temps de dire sheet, comme ça, mais c'est pour que vous compreniez bien que le son est long, en fait, c'est un i long, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et la différence avec le mot, enfin l'autre mot, l'autre sheet, justement, c'est que là, c'est un i court, donc on dira
sheet, 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 shit, sheet, shit. Peut-être qu'en tant que débutant, vous entendez pas trop la nuance, mais je vous assure qu'il y en a une. Si vous avez un doute, pareil, n'hésitez pas à aller sur, soit à réécouter ce que je viens de vous dire, soit à aller voir des dictionnaires en ligne où vous avez des prononciations de natifs, enfin je crois, qui vous aideront à bien comprendre aussi la nuance entre les deux. Ensuite, je vous ai mis les torchons. Pareil, c'est quelque chose qui est quand même très commun, ne serait-ce que pour essuyer la vaisselle. Donc les torchons, vous avez deux façons de le dire selon si vous êtes au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Au Royaume-Uni, nous allons retrouver notre fameux T, donc vous allez dire tea towel. Et si vous êtes aux États-Unis, vous direz plutôt dish towel. Alors personnellement, je trouve que celui pour les États-Unis est beaucoup plus logique puisque towel c'est souvent un mot qu'on utilise justement pour parler d'une serviette ou d'un tissu en fait, tout simplement. Et dish c'est la vaisselle. Donc le tissu pour la vaisselle, pour moi c'est plus logique que de dire le tissu pour le thé. Voilà. Mais après chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez, c'est marrant les influences culturelles et le fait, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo sur les différences entre l'Angleterre et les États-Unis. Vous voyez qu'en Angleterre ou au Royaume-Uni en général, c'est tellement ancré la culture là-bas avec la culture gastronomique notamment, que du coup vous allez avoir des expressions, mais aussi, oui, on avait vu ça aussi dans la vidéo sur les expressions idiomatiques. Et vous aviez vu qu'il y avait beaucoup d'expressions anglophones qui faisaient référence justement au thé, aux haricots, ce genre de choses. Donc les choses que les gens anglophones mangent beaucoup, surtout les gens au Royaume-Uni. Et le thé revient beaucoup dans beaucoup d'expressions. Mais là, pour le coup, je trouve que la façon de dire torchon aux États-Unis est plus logique. Ensuite, vous avez aussi les serviettes de bain. Alors là, tout simplement, ça sera towel ou towels, parce que souvent on en a plusieurs aussi. Donc vous voyez, on retrouve le mot towel. Donc towel, ça sera plutôt pour la serviette de bain. Ensuite, vous avez la nappe. Donc chose qu'on met, moi personnellement j'en ai pas, mais chose qu'on met souvent quand même sur la table pour pas l'abîmer ou pour pas la salir. Et là, pareil, c'est extrêmement logique la façon dont est construit ce mot finalement. Donc une nappe en anglais se dit tablecloth. Tablecloth. Et pareil, c'est un mot composé, on a collé les deux mots, on a collé le mot table et le mot cloth. Et là, pareil, c'est extrêmement logique parce que cloth, vous allez retrouver ce mot plutôt pour les vêtements, mais pareil, donc c'est un lien du coup avec tout ce qui est tissu, vêtements, revêtements, etc. Et vous avez le mot table. Quoi de plus logique que de mettre le mot vêtements et table ensemble en fait. C'est tellement logique, vous voyez, vraiment. Alors c'est pas le cas pour tous les mots et je suis d'accord, et c'est ça qui rend la langue anglaise très difficile aussi, parce qu'elle a beaucoup d'influences différentes dans sa langue, enfin surtout germanique et latine, mais vous avez tellement de mots qui sont construits comme ça, où vous avez une construction logique en fait du mot, pour désigner ce que c'est. Il y a des mots de vocabulaire comme ça où quand vous allez les découvrir, ça va tomber sous le sens. Vous allez dire mais oui c'est logique. Là en fait dans la liste que je vous ai donnée, dans toutes les petites listes, le seul mot qui sort de l'ordinaire c'est vraiment kitchen. Mais ça je pense que c'est une influence germanique clairement. Et ensuite pour le mot couette, donc ce sera le dernier mot qu'on verra aujourd'hui. Pareil, vous avez plusieurs façons de le dire. Donc au Royaume-Uni on dira plutôt duvet, duvet, duvet. Donc ça fait penser à notre mot duvet en français qui clairement n'a rien à voir avec la couette chez nous, mais un duvet, oui, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, on peut parler soit des poils, des petits poils qu'on ne voit pas trop, soit ça va être plutôt associé à quelque chose qui est très doux mais beaucoup plus léger qu'une couette quand même, enfin à mon sens. Personnellement j'appellerais pas ma couette un duvet, mais... donc pareil, ça je pense que c'est un emprunt aussi à la langue française, en tout cas au latin. Ensuite il y a un mot, je sais pas trop dans quel pays on l'utilise, mais parce que c'était pas plus précisé que ça, mais vous avez aussi le mot quilt, et aux États-Unis, et celui-là aussi je l'aime beaucoup ce mot pour parler de la couette aux États-Unis, parce que pareil je trouve, alors j'aime bien le mot duvet pour le Royaume-Uni, mais alors ce mot en fait pour les États-Unis, pour la couette, je trouve que il y a une logique hyper mignonne en fait, on appelle ça comforter, comforter. Comforter. Alors dit comme ça, peut-être sans le voir écrit, c'est compliqué, mais bon, là vous le voyez écrit. Si on le prononçait à la française, ça ferait un conforteur, quoi, ou quelque chose comme ça. Et en fait, je trouve ce mot hyper mignon parce que je me dis, bah, ça a limite plus de sens pour les États-Unis. Je trouve que ce mot est super bien adapté. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez une partie 2, si vous voulez que j'aborde d'autres mots, etc. Après, voilà, toujours pareil, je vous encourage, vous, à aller plus loin, à aller chercher des mots plus spécifiques, etc. Vous pouvez aussi peut-être vous entraider dans les commentaires ou me demander aussi quelques mots. Alors après, voilà, je vous ferai pas une liste dans les commentaires de tous les mots que vous allez me demander, mais ça peut, on sait jamais, si vraiment vous avez un blocage et que vous trouvez pas, voilà, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de dictionnaires en ligne qui sont très bien pour ça. Donc si jamais vous avez besoin d'un mot précis, vous trouverez, il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous fais à tous de très gros bisous.
Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!